Bienvenue au cycle de conférences sur les idées reçues du numérique éducatif proposé par la Trousse à Projet. Idées reçues. Maintenant, découvrez le vrai du faux sur le numérique scolaire grâce aux experts. Alors aujourd'hui, nous entamons déjà notre quatrième conférence intitulée «Vrai ou faux? Les jeunes ne se soucient pas de leur vie privée en ligne». Et donc pour répondre à cette question, démystifier de multiples idées reçues, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Corroy. D'où vient l'idée reçue selon laquelle les jeunes finalement n'auraient rien à faire de leur vie privée en ligne? En quoi il y aurait une opposition aussi avec des aînés qui auraient des comportements plus réfléchis de leur vie privée? En fait, cette idée reçue se nourrit de plusieurs constats et puis d'idées aussi séculaires. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que c'est vrai qu'il y a des usages intenses, voire très intenses, des smartphones. Très tôt, on a de jeunes adolescents qui ont dans les mains un portable qui leur permet à la fois de s'informer, de communiquer, de se divertir et on les voit avoir des usages très intenses du smartphone, prendre beaucoup de selfies, voilà. Donc, premier constat. Deuxième constat, qui n'est pas de l'ordre de l'idée reçue, c'est que il y a eu des cas de harcèlement qui se sont poursuivis en ligne, donc de cyberharcèlement, et qui ont été extrêmement médiatisés parce que parfois ils ont abouti à des finalités dramatiques. Et puis, il y a aussi le constat qu'on pourrait aussi interroger, là pour le coup, est-ce un cliché ou une idée reçue? Mais il y a le constat que les mineurs sont à protéger. Mmh. Et ça, c'est un constat évidemment partagé par les éducateurs, par les parents, par l'ensemble des adultes. Alors, pour autant, est-ce que cette idée reçue est vraie? Eh bien, il faut là, cette fois-ci, interroger en fait des imaginaires séculaires. Et celle, par exemple, que les jeunes sont des dangers pour les autres et pour eux-mêmes, c'est une idée qui, en fait, traverse les siècles. Elle n'est pas forcément toujours justifiée, loin de là, mais elle continue d'alimenter les peurs d'une jeunesse incontrôlable. Donc, cette idée reçue-là est à mettre vraiment en exergue. La seconde, c'est que, et ça c'est partagé aussi depuis plusieurs millénaires, c'est que la jeunesse était mieux avant. Est-ce que vous avez pu observer des pratiques, faire des études qui permettent de mieux comprendre justement le rapport qu'ils entretiennent avec ces notions d'identité numérique, de réputation ou de vie privée? Est-ce que c'est quelque chose qui est tangible pour eux? À chaque nouveau média, on voit arriver des discours de peur, parfois à raison, parfois à tort, sur Mmh. les risques supposés de chaque média. Mais pour autant, penser que les jeunes sont totalement des proies désarmées et faciles, euh, quand on travaille vraiment avec des adolescents et qu'on travaille sur le terrain, on se rend compte que c'est plus complexe. Déjà, le premier point, est-ce que les jeunes ont la notion de la vie privée et s'en inquiètent? Alors là, je peux tranquilliser immédiatement notre auditoire. Oui, ils s'en inquiètent et ils s'en inquiètent même beaucoup. Ce qui nous a frappé quand on a travaillé sur leur vie privée en ligne, c'est qu'en réalité, ils mettent au point beaucoup de stratégies pour essayer de la protéger, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Par exemple, sur les photos qu'ils envoient, ils font très attention à qui ils les envoient. Alors, pour l'extrême majorité d'entre eux, bien sûr, hein, je ne parle pas de tous les adolescents, mais enfin quand même, c'était très fort qu'il s'agissait d'une immense majorité, hein. Les filles sont extrêmement vigilantes. Ça, c'est très frappant. Elles ont beaucoup plus intériorisé que les garçons qu'elles pouvaient être cyberharcelées, qu'elles pouvaient avoir une mauvaise réputation, je le mets entre guillemets bien sûr, et elles se sentent surveillées très souvent aussi par les fratries. Elles ont peur des grands frères qui pourraient regarder leurs photos ou leurs messages. Et elles subissent d'une manière générale, plus que les garçons, le harcèlement et le cyberharcèlement. Moi, je dirais qu'au contraire, ils y font très attention, ce qui n'empêche pas évidemment qu'il peut y avoir des loupés, mais dans l'ensemble, ils y font très attention. Comment les jeunes gèrent cet apparent paradoxe? C'est-à-dire vouloir protéger leur vie privée et en même temps, être, et comme vous le disiez, utiliser assez intensivement ces plateformes sociales? Est-ce qu'ils se rendent compte, de cette réalité-là? Est-ce qu'ils essayent de s'en protéger? Et voilà, quel est leur, rapport à cette réalité-là? Ils ont bien compris
que les plateformes exploitaient leurs données personnelles, mais en même temps, ils sont un peu Ils défaitistes sur ouais. le fait de comment faire sans. Mmh. Voilà. Parce que malgré tout, c'est aussi un instrument très intense de socialisation. Je pense par exemple au groupe WhatsApp de classe. Si vous n'en faites pas partie, vous loupez aussi beaucoup d'informations. Donc, tout ce qui c'est assez compliqué pour eux parce que les plateformes, par exemple, elles le savent bien quand elles élaborent des textes de consentement soi-disant éclairés qui sont extrêmement longs, peu compréhensibles, très décourageants, pour nous tous d'ailleurs, donc pour les jeunes aussi. Donc c'est vrai qu'ils sont pris dans une situation paradoxale où ils savent évidemment que les plateformes récupèrent leurs données personnelles et en même temps, comment faire à un âge où on a besoin d'une extrême socialisation pour se construire? On se construit avec les autres et par les autres et pour les autres. C'est très compliqué d'y échapper. Ça vous trouvez qu'ils en sont un peu conscients de cette, potentielle permanence des traces ou c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment encore travailler? Alors je crois que pour les collégiens, il faut vraiment travailler dessus parce que sinon ça, ce n'est pas très bien acquis. D'autant plus que c'est vertigineux, hein, pour eux Bien de sûr. se le dire, parce que ça leur met une pression terrible, pression qu'ils ont déjà donc pour la gestion de leur vie, privée, de leurs selfies, de leur mise en image et en plus, il va falloir leur expliquer ça et l'expliquer, de façon récurrente. Donc non, ça, je crois qu'il y a vraiment un effort pédagogique à faire de ce point de vue et il me semble pour les lycéens, cette fois-ci, qu'il faut aussi leur faire travailler, la notion d'oral. Parce que ce qui me frappe beaucoup dans les usages, c'est qu'en fait, ils font maintenant un usage immodéré de ce qu'on appelle les vocaux Mmh. et en fait, les vocaux, eh bien, ce n'est pas la parole qui s'envole, hein, c'est la parole qui Mmh. reste Ah bah, justement oui, oui. puisqu'elle est enregistrée. Et quels sont les droits globalement vis-à-vis de ces données, les droits que nous avons, les droits des mineurs? Et est-ce que vous avez l'impression que ces droits sont suffisamment connus? Alors, non, je pense qu'ils sont effectivement pas suffisamment connus. Il faut dire aussi que, les démarches peuvent paraître parfois un peu décourageantes parce que c'est sûr que, ça peut être difficile parfois à obtenir, mais il y a le droit d'effacement et de déréférencement. On a un droit d'opposition, le droit de connaître l'utilisation de nos données, le droit d'obtenir les données qui sont stockées sur soi, par un organisme. En fait, en réalité, on a des droits. Mais c'est vrai que, les adultes, on a déjà du mal à les connaître nous-mêmes, et les jeunes encore davantage. Je pense aussi qu'il faut réfléchir avec eux, sur leur, consommation et leur stratégie. Parce que finalement, c'est des exercices que j'avais moi-même fait avec, des étudiants, ou des lycéens, de leur faire par exemple noter sur une semaine, toute leur consommation écranique, tout écran confondu. Déjà, ça leur fait prendre conscience effectivement de l'intensité, du temps passé et de l'investissement qu'ils y mettent, parce qu'ils sont tous en moyenne sur plusieurs réseaux sociaux, ils sont sur plusieurs écrans chaque jour. Donc ce sont des temps énormes et en fait, il faut réfléchir avec eux sur l'apparente gratuité, des réseaux sociaux, l'apparente gratuité, de ces plateformes. Puisque en fait, finalement, quand c'est gratuit, alors qu'on est dans un système économique, qui est le produit? Eh bien, c'est nous-mêmes.